Bonjour à tous et bienvenue sur Droit de réponse. Ce dimanche, trois principaux sujets s'ouvrent à nous. Déjà, nous parlerons du kidnapping du sous-préfet de Batibo avec le questionnement autour du mutisme observé par les autorités. Ensuite, nous reviendrons sur la question des élections au Cameroun avec en toile de fond la problématique du financement d'Elections Cameroun. Et pour terminer, on parlera bien évidemment de la démission de Jacob Zuma en Afrique du Sud et de la prise de fonction de Cyril Ramaphosa. Des sujets qui, bien avant le débat, seront détaillés par vous sur ce plateau. Flavien Ndongo, bonjour, bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous les invités. Vous allez bien? Je vais très bien, merci à vous. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Je vais très bien. Alors, comme vous l'avez annoncé, en tout cas, parlant notamment de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, vous vous souvenez d'ailleurs que c'était le 11 février dernier, la presse n'est pas restée insensible à cette information. D'ailleurs, le quotidien Le Messager, dans l'une de ses publications, n'a pas manqué d'annoncer que l'autorité administrative a donc été enlevée par des personnes lourdement armées et non identifiées qui ont aussi empêché le déroulement du défilé dans cette partie du pays. D'ailleurs, voyez-vous, les tabloïds se sont même mêlés les pédales sur les circonstances de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. Info Matin, par exemple, Marcel Namata a été enlevé à son domicile alors qu'il s'apprêtait donc à aller présider le défilé du 11 février, même si le reporter qualifie de trouble les circonstances de l'enlèvement du chef de terre. Le quotidien ajoute qu'une vidéo a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux présentant un monsieur égorgé comme étant le sous-préfet de Batibo. La nouvelle expression qui n'a pas voulu donc rester dans les supputations et est plutôt allé rencontrer l'épouse du sous-préfet enlevé le 11 février dernier alors qu'il avait donc reçu un coup de fil du responsable du comité d'organisation qui lui faisait savoir qu'il y avait donc des imperfections dans la mise en place à la place des fêtes. Namata Julienne, que le reporter de la nouvelle expression a rencontré, refait dans le film de l'enlèvement de son époux, qui jusqu'ici reste introuvable selon bien entendu la presse, loin de la même réflexion que les autres tabloïds. Le quotidien Le Jour a plutôt fait le portrait du sous-préfet. Il est donc natif du sud-ouest, celui-là qui reste donc entre les mains des sécessionnistes selon bien sûr la presse. Et donc à la lecture de cette situation, le quotidien Mutation parle bien sûr des exactions eux-mêmes, des exactions donc enregistrées le temps d'un week-end dans les régions anglophones. Selon le journal, déjà un sous-préfet a enlevé, 3 gendarmes tués et 23 assaillants donc abattus, toute chose qui accentue notamment la psychose au sein des populations des régions anglophones, tout en rappelant que la fête de la jeunesse a donc viré au cauchemar dimanche dernier dans cette partie du pays. Le journal Intégration fait savoir que la crise qui secoue bien sûr les régions anglophones ouvre la porte à la guerre totale dans le cas où rien n'est fait au Cameroun pour donc mettre un terme à ces exactions. Alors, pour ce qui est du deuxième sujet, vous l'avez également évoqué, parlant de l'ECAM, qui a des difficultés bien entendu à se mouvoir sur le terrain et à pouvoir enrôler les personnes dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. La nouvelle expression renseigne d'ailleurs que les organisations de la société civile qui suivent au quotidien même le déroulement des activités sociopolitiques de notre pays ont, après bien sûr une enquête menée dans plusieurs antennes de l'ECAM à travers le Cameroun, sont arrivés donc à la conclusion selon laquelle l'ECAM est coincé par les problèmes financiers selon bien sûr la presse. Pour le quotidien du Carrefour Equinox à Douala, la plupart des kits et autres matériels disponibles dans ces antennes et les cams sont donc en majorité en panne, ce qui fonctionne plante à tout moment, toute chose qui rend d'ailleurs lourd le système d'inscription des populations sur les listes électorales. La nouvelle expression fait savoir par la suite, et selon bien sûr les acteurs de la société civile, que cette situation est donc expressément entretenue par le gouvernement qui redoute bien entendu la tenue des élections libres et démocratiques au Cameroun. Vous parlerez en même temps de ce qui s'est déroulé en Afrique du Sud avec la démission de Jacob Zuma, pas de son propre gré. Exactement, Flavien. Nous vous remercions justement pour ce tour de la presse que vous avez pu faire pour nous donner justement les différents angles de traitement de cette presse-là. On vous retrouve d'ailleurs dimanche prochain pour le même exercice. Merci. Bon dimanche à vous. Et bon dimanche à vous également. Et la suite logique après Flavien Ndongo, c'est bien sûr la présentation du panel qui va constituer le plateau de droit de réponse tout au long de cette édition. Je vais commencer déjà cette fois-là par ma droite pour vous présenter l'un des enseignants qui nous vient de Yaoundé là-bas. Il est géostratège, géopolitologue également. Il a été vu sur le plateau de débat au Cameroun lorsqu'on parlait notamment de la crise anglophone, des différentes stratégies de déploiement de ces milices-là. Aujourd'hui, il revient pour comprendre avec nous ce kidnapping du sous-préfet. Il s'agit du docteur Bogo, à qui je souhaite la bienvenue.
Bonjour docteur. Bonjour Kate, merci de m'inviter une fois de plus. C'est la deuxième fois que je participe à cette émission dominicale. Merci. À vous également de toujours répondre présent lorsqu'on vous présente notre invitation. À votre suite, on va introduire un autre enseignant d'université. Cette fois-là, on est à l'université de Douala. Il est enseignant, mais il est également chercheur. Et il s'exprime également sur les questions politiques et les questions de respect de la réglementation. Il s'agit du docteur Louison Essomba, à qui je souhaite également la bienvenue. Merci de me convier à ce débat. Je suis honoré. Je pense que nous aurons des arguments suffisants pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Merci à vous également. Et juste à côté de vous, docteur Louison Essomba, on va introduire un autre grand monsieur de la politique au Cameroun. Cette fois-là, nous sommes allés à Loum le chercher parce qu'il s'agit du maire de Loum. Il est également militant au sein du SDF. Il s'agit de Guy Wambokuate, à qui on va souhaiter la bienvenue. Merci Kate, merci pour votre invitation. Certainement c'est la première fois que je participe à cette émission. Et l'honneur qui m'est donné, je pense que je vais apporter le maximum possible d'éclaircissement sur les sujets qui seront débattus. Je profite de l'occasion pour adresser un coucou à toutes les populations, tous les habitants de la ville de Loum. D'accord. La première fois que vous participez à Droit de réponse, mais vous êtes très habitué des plateaux de débat. De toutes les façons, on aura la possibilité d'analyser vos analyses, hein, si ça peut se dire, tout au long de cette édition. Et puis le dernier pour la fin. Cette fois-là, on est allé chercher dans le RDPC les militants pour le RDPC, mais il est également enseignant à l'université de Douala. Nous introduisons André Luther Meka, à qui on va également souhaiter la bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je voudrais saluer tous les Camerounais, tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision qui sont très très nombreux à cette émission. Merci de me faire participer au débat républicain. Merci à vous, André Luther Meka, pour votre présence. Et on va rentrer de plein pied dans le premier sujet qui concerne justement le kidnapping du sous-préfet de Batibo. On se souvient que dimanche dernier, alors qu'on était en train de célébrer en grande pompe sur l'étendue du territoire la 52e édition de la fête de la jeunesse, il y a une nouvelle plutôt déconcertante qui nous est venue du côté de Batibo, là-bas, l'enlèvement de son sous-préfet qui a défrayé la chronique et qui a d'ailleurs meublé toute l'actualité de la semaine, parce que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles de ce sous-préfet, c'est vrai. Et d'ailleurs, Flavien nous l'a rappelé que tout au long de la semaine, les supputations sont allées dans tous les sens. Certaines personnes qui l'annonçaient morte, certaines personnes qui diffusaient des photos de sa prétendue dépouille. Qu'en est-il exactement? On en parle sur ce plateau de droit de réponse déjà avec le docteur Franck Ibogo. C'est vrai que dimanche déjà, juste après cette actualité, dans la presse, on s'est empressé de parler de kidnapping. Mais dans le cas actuel, première question, on parle de kidnapping, d'enlèvement ou d'autres choses? Mais je crois que la terminologie a été arrêtée par le gouvernement. Si vous avez suivi tout au moins le droit de réponse accordé par le porte-parole du colonel Badjek, on parle effectivement de kidnapping. Et je crois également que le film de ce qui s'est déroulé ce jour-là a été retracé. Contrairement aux premières informations qu'on a eues, qui faisait croire qu'il avait été enlevé pendant les festivités du 11 février, mais en réalité il a été enlevé chez lui alors qu'il s'apprêtait à se rendre à la place des fêtes. Donc c'est une nouvelle qui m'a beaucoup touché. Pour cela je voudrais déjà avoir une pensée pour sa famille, parce que cette famille-là vit des moments très difficiles. Et par la suite, dès le lendemain, on a eu des nouvelles contradictoires. Moi, je me rappelle que je m'étais réjoui de sa libération, parce que j'ai eu une information avec des photos à l'appui qui faisait état de ce qu'il avait été libéré par le BI. Mais je crois qu'il faut encore attendre. Tant qu'on n'a pas de nouvelles, c'est-à-dire, on va dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc moi j'ai bon espoir qu'il est encore en vie et qu'il sera libéré et ramené à sa famille. Alors, quand on parle de kidnapping, c'est un peu flou comme terminologie. Vous-même, vous le dites, c'est la terminologie qui a été arrêtée par le porte-parole du MINDEF. Mais ce qu'on sait du kidnapping, c'est que c'est une action qui est faite dans le but d'avoir un échange, une rançon. Sauf que jusqu'ici, on n'a pas trop idée ou alors nouvelle de ce que les prétendus kidnappeurs de ce sous-préfet demandaient quelque chose. Est-ce qu'on peut encore, dans le cas actuel, dans l'esprit actuel de la chose, continuer de parler de kidnapping? Oui, je crois qu'il s'agit d'un kidnapping. Il a été enlevé
Et maintenant, on attend voir la suite. Je pense que il est actuellement entre les mains de ses ravisseurs. Il a été enlevé, donc il est entre les mains de ses ravisseurs. Et évidemment, cet enlèvement entre dans une stratégie que nous aurons le temps de déployer ici. Justement, parlons-en. Comment on comprend cette évolution dans la stratégie des sécessionnistes? Bon, je ne sais pas si on va parler d'une évolution, parce que dès le départ de la crise, on a vu que la crise est passée des milieux urbains, parce que les premières attaques, lorsque après le règlement, si vous voulez, l'apaisement ou les réponses qui ont été apportées par le gouvernement pour régler le côté catégoriel de la crise, au lendemain donc de ce règlement-là, on est entré dans une nouvelle crise, c'est-à-dire avec l'incendie des bâtiments administratifs, il y a eu des intimidations, on intimidait les enfants à aller à l'école. Et maintenant, on a donc un décentrement, n'est-ce pas, de la crise, c'est-à-dire la crise est passée des milieux urbains, des grands centres urbains, Bamenda, Bouya, où il y a même eu d'ailleurs des poses de bombes, n'est-ce pas, des engins explosifs improvisés qui avaient été placés au niveau de certaines rues. Et maintenant, il y a un déplacement de l'épicentre de la crise vers les régions périphériques ou frontalières. Et à ce niveau-là, donc, on a eu ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire l'enlèvement de ce sous-préfet. Moi, je ne dirais pas qu'on est entré dans une nouvelle phase ou bien un nouveau mode opératoire, mais la logique est très simple, c'est que les sécessionnistes veulent s'attaquer aux symboles forts de l'État, les bâtiments administratifs, l'assassinat de certains agents de maintien de l'ordre, les gendarmes, les militaires, mais également, et cette fois-là, ils sont allés un peu plus loin, c'est-à-dire enlever une autorité administrative, n'est-ce pas, qui représente le pouvoir central, le pouvoir de Yaoundé. Donc, on ne parlera pas de nouveaux modes opératoires, mais on parlera peut-être, on va dire, d'une avancée, n'est-ce pas, dans leur stratégie. D'accord. Merci infiniment à vous pour cette première prise de parole, Dr Franck Ebogo. Et cette fois-là, je me tourne vers vous, Dr Luison Isomba. Doit-on craindre, puisqu'on est en train de parler d'une certaine... Certes, on ne parle pas d'évolution dans la stratégie, mais aujourd'hui, on sait quand même qu'ils sont en train de s'en prendre, ces gens-là, aux représentants de l'État. On va parler même d'institutions de façon générale. Doit-on craindre pour la sécurité des autres autorités administratives qui sont finalement en fonction dans ces différentes zones? Je dois pouvoir dire à la suite du docteur que la stratégie, au contraire, est en train d'être affinée et perfectionnée. Parce que si au départ, on s'est attaqué à nos forces de défense et de sécurité et qu'aujourd'hui, qu'on vient prendre un membre du gouvernement, parce que vous savez, là, au niveau des circonscriptions administratives, seul le gouverneur et le préfet représentent l'exécutif et le sous-préfet le gouvernement. Et ça veut donc tout dire qu'au regard des mécanismes d'intensification, des mécanismes de sécurité qui ont été prises dans le cadre de cette crise anglophone, on se rend compte qu'un sous-préfet est enlevé. Moi, je préfère l'expression enlèvement parce que kidnapping, ça nous renvoie à des abus, il y a des raisonnements un peu de part et d'autre, mais il a été enlevé. Et comment peut-il être enlevé un jour aussi solennel? On s'interroge. Donc moi, je pense pour ma part que certainement la sécurité qui est d'ailleurs relevée de ce côté-là a peut-être eu un défaut parce que prendre un sous-préfet un jour solennel du 11 février, cela mérite quand même que... Un sous-préfet qui, rappelons-le, est le représentant du chef de l'État dans sa zone de commandement. Oui, ça veut dire que, en fait, je l'indiquais, pas forcément le chef de l'État, mais le gouvernement, parce que le sous-préfet... Alors, on se questionne, pour donc dire qu'en réalité, à quoi sert donc cette répression? C'est-à-dire que si on va de répression à répression, on se rend compte que le phénomène ne fait que se radicaliser au fur et à mesure. Pendant que la répression s'intensifie, c'est comme cela que les actes sécessionnistes se multiplient davantage. Donc on ne sait pas, d'où la nécessité de revoir, comme on a évoqué dans plusieurs cas, la nécessité d'un dialogue inclusif national qui pourrait donc permettre justement de ramener la paix dans ces zones dites guerrillées. Parce que quand vous voyez déjà les stratégies qui sont profilées, structurées, qui se perfectionnent au fur et à mesure qu'on est en train de voler. C'est pourquoi je voudrais à la suite du docteur lui dire non, il y a un perfectionnement de stratégie qui mérite donc que le gouvernement puisse encore davantage, pour ma part,
intensifier, densifier les mécanismes de sécurité dans cette partie dite anglophone. D'accord. Au-delà de la sécurité de ces autorités administratives, parlons de leur comportement, de leur attitude en elle-même. Est-ce qu'il peut y avoir, pour se protéger, une sorte de changement d'attitude? Est-ce que cela pourrait amener certaines personnes d'entre elles à se réfugier hors de leur zone de fonction pour pouvoir se protéger finalement de ces différentes attaques? Non, pas forcément, parce qu'en réalité, un sous-préfet est appelé à servir pour l'État, est appelé à servir pour le fonctionnement harmonieux des services publics, donc il doit rester dans sa circonscription administrative. Tout ce qu'il faut mettre en place, comme je l'ai dit, ce sont des mécanismes de sécurité renforcés, parce que, comme on le dit, il ne faut pas vous imaginer, avec toute la solennité requise, on serait certain que le préfet, le sous-préfet, le gouverneur sont des personnalités en cette période-là qui sont, considérablement protégées. Mais quand on 11 février, on prend un sous-préfet, je dis, il y a un problème de fond, il y a un perfectionnement des stratégies. Je crois que le gouvernement doit prendre du recul et réfléchir à fond sur cette question. Très bien. Je vous remercie, vous également, et cette fois-là, je me tourne vers André Luther Meka. Depuis que cet acte a été posé, vous avez pu constater ni la communauté internationale, ni les organisations non gouvernementales et ni certains partis de l'opposition n'ont pris parti pour condamner justement une telle action. Est-ce que vous convenez finalement avec le ministre de la Communication que ces différentes entités ne s'expriment que pour tirer à boulet rouge sur le régime du président Biya? Disons que les organismes internationaux participent de leur rôle de protéger les droits de l'homme et de mettre une certaine pression sur le Cameroun par rapport à une invasion coloniale. Vous savez, ces organismes sont parfois l'arrière-garde des intérêts colossaux des grandes puissances. Mais j'aimerais revenir sur cet enlèvement du sous-préfet pour dire que d'après des sources des informations qui nous sont parvenues, le sous-préfet a été, n'est-ce pas, abordé par des hommes en tenue. Donc, il y a là une stratégie de confusion, parce que lorsque les hommes en tenue viennent effectivement vous escorter, vous vous sentez en sécurité. Et ce sont ces hommes en tenue qui ont certainement mis le sous-préfet en confiance et qui l'ont escorté et qui l'ont enlevé. Et cela se confirme par la suite par Madame Nemata qui appelle le colonel et qui demande au colonel si le sous-préfet est avec le colonel. Ça veut dire que dans l'esprit de Madame Nemata, le sous-préfet était avec les forces de l'ordre. Donc là, il y a donc une véritable stratégie, parce que si les ravisseurs, si les terroristes sont déjà en uniforme des forces de l'ordre, cela entraîne une confusion et cela peut leur permettre d'avoir une expansion très facile auprès de la population. Je vais également aborder dans le même sens que le docteur qui disait qu'il y a eu déjà une décentration de la stratégie dans les zones urbaines vers les zones périphériques. Pourquoi cette décentration? Tout simplement parce que dans les zones périphériques, il y a une sorte de solidarité mécanique qui existe encore dans la communauté villageoise et les villages sont, n'est-ce pas, mitoyens à la forêt. Donc, à la lisière de cette forêt et avec la zone frontalière, il y a certainement des stratégies de campement, des stratégies, n'est-ce pas, de concentration des entraînements qui peuvent leur permettre de temps à autre facilement et de temps à autre de faire des attaques et de se replier directement dans la forêt. Donc, et une autre stratégie également qui peut être une stratégie perfectionnée, c'est de pouvoir faire des coups qui font écho. Vous savez que le terrorisme doit effectivement s'abattre sur des autorités, sur des personnes qui sont des symboles, pour que ce soit média dépendant. Parce que lorsque vous attaquez aux symboles, aux personnes représentatives, effectivement, la nouvelle se répand et les médias s'emparent. Donc je crois qu'il y a une avancée dans la stratégie qui se profile par rapport au fait qu'on devrait déjà attaquer des gens qui sont représentatifs, des symboles, pour que l'écho médiatique et la puissance de ce terrorisme puissent s'imposer. Et puis je vais finir par une interrogation, puisqu'il savait que le sous-préfet Nemata fait partie du département du Dian, qui est un département qui est l'aile de la sécession. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte ou une rancœur parce que cette autorité qui se retrouve dans cette région devait tout simplement participer au boycott, n'est-ce pas,
de ce défi. Et on a eu, sans vous couper, des précisions de son épouse sur cette question-là, qui faisait état de ce que son mari fait partie des autorités qui ont milité pour que les enfants retournent à l'école. Et donc on pourrait commencer à poser quelques questionnements à la question de savoir si ce n'est pas cet engagement finalement dans le retour à l'école des enfants qui a fait à ce qu'ils soient enlevés. C'est ce que je disais, que la dernière interrogation, c'est est-ce que ce n'est pas conçu comme une trahison, puisque c'est une élite du département de Dian, est-ce que ce n'est pas considéré comme une trahison, lui qui est élite, qui devait, n'est-ce pas, militer en faveur, qui devait être d'intelligence avec les revendications et qui se retrouve du côté de l'État? Cela peut démontrer qu'il y a, n'est-ce pas, des rancœurs du côté des ravisseurs. Et je crois que la cible est tout à fait unique. Pourquoi lui et pourquoi pas d'autres sous-préfets? Donc nous nous posons des questions dans ce sens. Donc, mais en conclusion, il y a deux aspects à étayer. Le premier aspect, c'est la sécurité des personnalités étatiques, des personnalités administratives. Et la deuxième stratégie qu'il faille mettre sur pied, c'est faire effectivement des différents distinguos entre les ravisseurs et, n'est-ce pas, les forces de l'ordre, parce que la stratégie aujourd'hui, c'est que tous sont en uniforme et on ne sait plus qui est qui, et ça devient la confusion. Très bien. Merci à vous également. Et à vous, vers vous maintenant, je me tourne, Guy Wambo, pour vous poser cette fameuse question, celle que tout le monde se pose dans la presse depuis la semaine. On a été habitué à voir un responsable de la communication du gouvernement beaucoup s'étaler sur des sujets de sécurité interne à chaque fois qu'on a eu une action venant des sécessionnistes. Sauf que depuis le kidnapping du sous-préfet, c'est le mutisme total. On se pose la question de savoir pourquoi, puisqu'il s'agit quand même de tout un sous-préfet, on l'a dit, un représentant du gouvernement. Est-ce que le gouvernement camerounais serait dépassé par les événements ou alors il a décidé finalement de communiquer peu sur ces différentes actions-là? Bon, disons de toutes les façons, je préfère répondre à l'affirmation, c'est-à-dire que le gouvernement camerounais est effectivement dépassé par les événements. L'ampleur que prend le problème aujourd'hui n'est pas celui qu'il aurait certainement espéré. Et je pense que le ministre de la Communication, je pense que c'est assez sensé que le ministre de la Communication ne se verse pas dans des déclarations, comme on l'a toujours constaté. Et je pense que peut-être les stratèges du pouvoir aujourd'hui ont compris peut-être qu'il fallait modifier la façon de communiquer. Et je pense que c'est sur cette lancée qu'ils sont aujourd'hui. Mais toutefois, il faut dire que nous sommes dans un état de droit et que les Camerounais ont besoin de savoir exactement quels sont les contours de ce conflit aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Mais je voudrais dire quelque chose avant de continuer pour dire que il faut reconnaître que tous ces morts que nous décrivons aujourd'hui auraient pu être évités. J'ai entendu le patriarche Moukete s'exprimer à plusieurs occasions à ce sujet. Et il faut dire sans embrase que les morts que nous déplorons aujourd'hui sont des victimes collatéraux de l'incapacité de la classe régnante à régler les problèmes des Camerounais. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et tous les panélistes qui ont intervenu tout à l'heure, j'ai entendu certainement M. Meka parler de la théorie du complot. Parce que vous avez posé la question que les organismes internationaux, personne n'a dû dire quelque chose là-dessus. Mais c'est tout à fait normal, puisque dès le défi du conflit, il y avait des indications. On avait fait comprendre au gouvernement camerounais que la voie qu'ils empruntaient était exactement la mauvaise. Et vous savez que dans notre pays, à chaque fois que quelque chose est critiqué, on trouve que les gens, c'est un complot qui est aujourd'hui contre le Camerounais. Il faudrait regarder notre façon de faire les choses. Et moi, je voudrais également évoluer en disant que moi, je pense que la stratégie a plutôt évolué. Et c'est ce que nous craignons. Et hier, vous savez, les sécessionnistes ont toujours existé, mais c'était assez marginal. Et au Cameroun, c'était presque inaudible. Mais au jour d'aujourd'hui, qui a donné cette visibilité à ces sécessionnistes? C'est le pouvoir en place, à travers leur communication. C'est eux qui ont donné de la visibilité. Et tel que le conflit aujourd'hui est engagé, ce n'est plus un conflit des sécessionnistes, mais c'est un conflit sud-ouest, nord-ouest contre le reste du Cameroun. Non, pas contre l'État du Cameroun, parce qu'en réalité, il faut le dire. Et sans se voiler la face que nous nous questionnons effectivement sur les intentions réelles du gouvernement.
Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un problème qui était aussi simpliste, qu'on pouvait régler d'un revers de la main, avec cette attitude arrogante, on a pensé qu'on pouvait imposer la force pour régler le problème. Aujourd'hui, on se rend compte. Beaucoup de gens l'ont dit, ceux qui ont vécu ces différents conflits, ont dit des guerres asymétriques, vous ne pouvez pas facilement les gérer. Puisque au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que le conflit s'intensifie? C'est parce que, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a des exactions qui sont faites dans ces différentes zones. Et quand, par exemple, peut-être vous perdez un membre de votre famille, naturellement, c'est un conflit qui s'enchaîne immédiatement. Ça veut dire en réalité que vous vous êtes remonté directement contre le pouvoir central. Et de fil en aiguille, on se retrouve aujourd'hui que les sécessionnistes qui étaient hier assez marginaux aujourd'hui ont la faveur de la population en place. À telle enseigne que j'ai lu certains rapports qui essayaient un peu d'évaluer le potentiel que les sécessionnistes pouvaient aujourd'hui avoir en termes d'armée. Et ils disent quoi ces rapports? Mais dit qu'il y avait une possibilité. Et je dis, si ces sécessionnistes avec des moyens financiers aujourd'hui, ils auraient la capacité de lever une armée au moins de 5000 personnes. Et si vous regardez, pour chuter peut-être, vous voyez aujourd'hui qu'il y a une multiplication de groupes. Et la stratégie aujourd'hui des sécessionnistes, c'est quoi? C'est exactement de multiplier les zones de conflit. Et en ce moment, aujourd'hui, l'État, en ce moment-là, est obligé de déployer les forces de maintien de l'ordre. Ce qui, non seulement va coûter de l'argent, mais également coûter en vies humaines. Et je voulais dire que on parle de la sécurité. Il est pratiquement impossible d'assurer la sécurité de tout le personnel administratif qui se retrouve dans cette zone. Parce que vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque administrateur. Et aujourd'hui, ces sécessionnistes, aujourd'hui, essaient de s'attaquer au symbole de l'État. Hier, c'était les écoles qui étaient brûlées, mais aujourd'hui, ce sont des individus qui sont attaqués. Et ce que je peux remarquer, c'est que je pense que c'est depuis l'arrestation des 47 personnes qui sont venues du Nigeria, qui ont été extradées du Nigeria, que la stratégie a changé. Donc ils ont dit, bon ok, autant mieux jouer le tout pour le tout. Et nous profitons de l'occasion pour dire qu'il faudrait qu'on fasse un peu attention. Rappelez-nous, rassurez-nous si vous voulez, c'est quoi la position du SDF sur cet enlèvement? Mais nous condamnons cet enlèvement, il faut le dire sans embarras, nous condamnons cet enlèvement. Nous disons seulement qu'il ne faudrait pas que la classe régnante continue à sacrifier les Camerounais. Nous condamnons ça énergiquement. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Camerounais. Hier, déjà, je voulais le dire, les sécessionnistes, hier, personne ne pensait à la sécession du Cameroun. Mais aujourd'hui, si, de façon légale, vous faites un référendum dans le nord-ouest ou le sud-ouest, je suis persuadé que ceux qui seront favorables à la sécession vont emporter sur ceux qui aujourd'hui ne veulent pas de la sécession. Parce que l'État a cristallisé à travers son arrogance, à travers la répression, un mécontentement total. Ok, merci infiniment à vous également. Docteur Franck Ebogo, on sort de ce champ-là, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Je voudrais réagir parce qu'il y a un flou qui est entretenu par le représentant du SDF. Je voudrais peut-être apporter une ou deux corrections. Oui, allez-y. D'abord, le courant sécessionniste existe depuis tout au moins après 1961. Oui. C'est pas une création actuelle. Évidemment. Et évidemment aussi, lors de la conférence tripartite, je crois en 1991, il y a eu un grand courant sécessionniste qui s'est levé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont demandé, par exemple, le retour à la dénomination de République unie du Cameroun ou bien République fédérale, l'inscription d'une deuxième étoile sur le drapeau, etc. Donc, pour dire que les courants sécessionnistes étaient certes marginaux dans les années 90 et essaient de se réveiller de nos jours. On ne peut pas dire que c'est le gouvernement actuel qui est responsable, n'est-ce pas, de la levée de mouvements sécessionnistes, parce que c'est un phénomène qui est inscrit dans l'histoire du Cameroun. Je préfère préciser, je n'ai pas dit que c'est de la levée. Moi, j'ai dit aujourd'hui, oui, la réponse de l'État face à cette préoccupation, oui, certainement... On ne peut pas être d'accord sur la réponse apportée par l'État, mais on doit quand même restituer les faits dans l'histoire. Ça, c'est la première chose. Maintenant que c'est dit... Oui, la deuxième chose, toujours par rapport à cette histoire, pour dire que la radicalisation, parce qu'il a parlé de la radicalisation qui s'est opérée au lendemain de l'arrestation des 47 sécessionnistes, on peut avoir cette lecture-là, on peut en avoir une autre. Et je vais expliquer pourquoi, de manière technique.
il y a des gens qui ont pensé que l'arrestation des 47 est un coup dur porté au mouvement sécessionniste et que certainement on arrivera à une pacification de la scène politique au Cameroun. Il y en a d'autres, et c'est mon point de vue, qui pensent que l'arrestation de l'appareil politique des sécessionnistes ne change rien, tout simplement parce que il n'y a pas, disons, le commandement militaire, il n'y a pas un commandement militaire unifié sur le terrain, il y a plusieurs groupes tout à fait. Militaires, on va dire politico-militaires qui opèrent sur le terrain et qui ne reconnaissent pas nécessairement, on va dire, le leadership d'Ayoub Tabé. Donc c'est difficile de dire que comme on a arrêté celui qui donnait des ordres, parce que si on veut parler de la stratégie classique avec l'ordre vite, on va dire que c'est le politique qui donne des ordres, n'est-ce pas, l'appareil militaire. Mais dans le cas des mouvements sécessionnistes ou bien des mouvements rebelles, il n'y a pas cette soumission structurelle du militaire au politique, et il n'y a même pas habituellement un commandement unifié. Donc moi je préfère dire que au lieu de parler nécessairement de radicalisation, on dira qu'il y a des mouvements opportunistes qui opèrent sur le terrain, parce que chaque mouvement, d'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes revendications, même si de manière globale, ils appellent à la sécession du Cameroun, mais habituellement, c'est des luttes de positionnement au sein, n'est-ce pas, du vaste mouvement sécessionniste. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne voudrais pas établir un lien ombilical entre l'arrestation d'Ayoub Tabé et la radicalisation sur le terrain. Moi je dirais tout simplement, et je vais chuter peut-être pas là, je dirais tout simplement que actuellement on assiste à une fragmentation de mouvements sécessionnistes. Il y a plusieurs armées entre guillemets. On a parlé de l'Ambazonian, Defense Forces. Il y a plusieurs dénominations. Qui sont il y a plusieurs dénominations avec des états-majors différents qui ne revendiquent pas nécessairement une soumission. Mais docteur Franck, s'il vous plaît, je voudrais dire une chose. Hein. Moi, j'étais le 8 à Bamenda. Oui. Et j'allais à une réunion du NEC et naturellement, je me suis trompé de chemin. J'essayais un peu de me renseigner pour voir quel est le chemin que je vais emprunter. Mais certainement, j'étais dans une voiture qui avait les fichiers, certainement de la nation. Mais je vous dis, j'ai eu du mal à trouver mon chemin. Donc, c'est dire à quel point il y a une certaine animosité en ce qui concerne tous les symboles de l'État. J'ai eu du mal à trouver mon chemin. Donc je voudrais juste un peu stigmatiser, en fait, essayer un peu de faire passer ce que nous avons vécu là-bas pour qu'on essaie de comprendre. Nous disons au SDF, contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons jamais été pour la sécession de ce pays. Oui. Et nous pensons également que l'État doit revoir son coutume. D'accord. Docteur Luison et Somba, puisque les clarifications ont été apportées, il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Ça fait déjà 7 jours, de dimanche à dimanche, 7 jours, qu'on est en train d'assister du moins à la disparition de ce sous-préfet. Alors, dites-nous honnêtement, est-ce que vous croyez qu'en 7 jours, le sous-préfet puisse encore être en vie? Je pense qu'en venant sur ce plateau tout à l'heure, la dernière information qui m'est parvenue, c'est que ce sous-préfet serait éventuellement décédé. C'est-à-dire qu'en fait, parce que vous le dites très bien, 7 jours, c'est justement de trop. Parce que si les services de renseignement avaient mené de manière un peu plus forte les recherches, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on serait quand même, on aurait une idée claire sur cet enlèvement. Donc moi je pense pour ma part que 7 jours c'est quand même un peu trop, et ça démontre à quel point, je le disais encore tout à l'heure, à quel point cette crise est véritablement enlisée. Et il faut pouvoir noter une chose, disons une chose qui est claire. Moi j'ai suivi le discours du président de la République, le 31 décembre. Il a utilisé une expression qui m'a franchement intéressé, j'en suis tombé à l'admiration. Il dit, vous avez engagé le dialogue et que ce dialogue s'inscrive dans le strict respect de la légalité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, je me suis dit, bon, ok, pour une fois donc, on va mettre la répression de côté pour engager la voie du dialogue. Et comme le disait un célèbre auteur, Raymond Aron, il disait ceci,
vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Et on voit à quel point aujourd'hui cette guerre continue à s'intensifier. Et je veux dire, l'État est sur tous les fronts. On voit l'État du côté de Boko Haram dans le Grand Nord. On voit l'État du côté du sud et du nord. Ça devient compliqué pour l'État. Du côté de l'Est également. Du côté de l'Est aussi. Il y a même une crise alimentaire qui a été évoquée il y a quelques semaines. Donc vous voyez donc que l'État doit donc comprendre que l'État autoritaire aujourd'hui mérite d'emprunter une autre voie, c'est-à-dire l'État managérial, l'État négociateur. Le président lui-même l'a dit au piédestal des Nations Unies, nous sommes les mendiants de la paix. On souhaiterait donc que cette paix soit mendiée, même en termes de négociation, même s'il faut s'agripper sur la queue d'un serpent, autant mieux que la paix revienne, parce que nous avons des échéances électorales qui arrivent. Le 25 mars déjà, nous serons le corps électoral a déjà été convoqué pour le 25 mars pour les élections sénatoriales. Mais vous convenez à moi que ça sera difficile. D'ailleurs, le deuxième point va nous en dire, on en dira plus long. Donc, exactement. Le président de la République, moi je pense comme pas, et je l'ai toujours dit à corps défendant, c'est vrai, on me tire dessus, mais je dis tout simplement une chose, le président de la République est garant de l'unité nationale. Il est, entre guillemets, le père de la nation. Je souhaiterais pour ma part que ce ne soit pas une question du président de la République ou du RDPC. Que le président de la République mette une commission en place avec tous les leaders politiques. On connaît le sort qui est souvent celui des commissions. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait croire que cette commission-là, elle prospérera? Oui, c'est une commission hétérogène que moi je pense hétérogène, puisque je dis tout à l'heure, la question, le problème n'est pas un problème là du RDPC, du président de la République, non. Parce qu'on a l'impression que tout revient au président et tout part du président. Une crise aussi, comment dire, qui a un côté déjà de vent aussi inquiétant, mérite quand même qu'on mobilise toutes les forces vives du Cameroun. C'est-à-dire que, à défaut d'y aller, moi je l'ai souvent dit, à défaut d'y aller, le président devait tenir un discours spécialement sur la question anglophone. Parce que cette question a été évoquée au Parlement nigérien, pourquoi pas chez nous, où ça n'a jamais été soulevé. Donc le président de la République a donc cet intérêt de descendre sur les lieux, de prendre langue avec les uns et les autres, au moins sur le plan de la forme. Parce que quand il n'y va pas, on a l'impression qu'il est plutôt en désaccord ou bien qu'il ne veut pas ramener la paix. Or, c'est le père de la nation, le président de la République. Quand les enfants pleurent dans des chambres différentes, le père n'envoie pas la femme. Il n'envoie pas le grand frère. Quand c'est fort et qu'il les a envoyés au départ, lui-même, il peut descendre dans les rênes. Et vous verrez que, je dis, ne serait-ce que sur la forme, le président de la République, sa seule descente, ou son seul discours, pouvoir apaiser les tensions. C'est une position qui est très discutée au sein du RDPC, le parti politique au pouvoir, au sein duquel on estime justement que le président de la République n'a pas à se rabaisser, à descendre en zone anglophone pour discuter avec des sécessionnistes. Et là, je vous prends un témoin, André Luther Meka, parce que ce serait, selon les dires qui nous viennent de votre parti politique, donner toute la légitimité à ce vent de revendication qui est en train de prendre de l'ampleur dans ces deux régions. C'est la paraphrase du président qui m'inquiète. Se rabaisser, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement de travailler et de discuter dans la légalité. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce que le gouvernement a fait dans les concertations pour que leurs desiderata soient résolus. Vous savez très bien que les ministres à l'appel descendaient à Bamenda. Vous savez très bien que tout ce qui a été demandé en termes de doléances, notamment sur la traduction du Code OHADA, sur, n'est-ce pas, les affectations des enseignants anglophones dans les zones anglophones et sur un certain nombre de choses, le gouvernement a donné une suite favorable par rapport à ces revendications. Vous savez très bien que le président Paul Biya est légaliste, il le dit, la forme de l'État, le changement de la forme de l'État dans la Constitution n'est pas accepté et un chef d'État ne peut pas aller discuter sur des propos, sur des secteurs qui ne sont pas réglementaires. Et il faudrait même discuter avec qui. C'est ça le véritable problème, puisque chaque fois le Premier ministre est allé à Bamenda discuter, cela n'a pas donné une suite favorable. Donc nous pensons, et ça c'est mon avis personnel, que tous ceux qui voudront discuter pourront discuter, mais dans la paix. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait l'arrêt des crépitements des armes pour qu'on puisse discuter. On ne peut pas discuter dans le désordre, on ne peut pas discuter dans la guerre. Je crois que c'est la position du chef de l'État, c'est effectivement de remettre l'ordre sur le plan territorial, parce que c'est lui qui est garant de l'unité du Cameroun. Il faudrait savoir que le président Paul Biya est une institution. Un président ne peut pas se déplacer dans des conditions de menace, dans des conditions de guerre.
Et tous ceux qui pensent qu'il s'agit notamment du dialogue sont naïfs, parce qu'il y a des intérêts pétrolifères qui sont dans ce conflit. Et nous savons très bien les grandes puissances qui ont été engagées derrière tous ceux qui sont des sécessionnistes, et des comptes qui ont été retrouvés et des sommes d'argent qui ont été retrouvées dans leurs comptes. Et je voudrais vous évoquer aussi que c'est une question politique, parce que certains pensent que le départ du président Paul Biya peut se régler par la lutte armée. C'est pour ça que moi je pense particulièrement que la revendication anglophone a une branche armée, et vous pouvez remarquer que le représentant du SDF entre en accord, en adéquation avec cette politique. C'est pour vous dire que derrière cette revendication sécessionniste, effectivement, se pose le problème du départ du président Paul Biya par la lutte armée. Et le président Paul Biya, qui est un franc politicien, et tout son gouvernement sait très bien que c'est le problème posé, et il faudrait que cela soit résolu par les élections. Je voudrais terminer en disant qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont justes. Les revendications de la décentralisation, les revendications culturelles. Et je pense, ma foi, que l'accélération de la décentralisation doit régler le problème. Et le seul souci des Camerounais, c'est le développement, c'est-à-dire qu'il y ait des routes, qu'il y ait des écoles, et qu'il y ait moins de corruption, et que toutes les ressources du Cameroun soient mieux distribuées. Je crois que c'est ça le véritable problème. Parler de particulariser deux régions, je vous assure, en tant que quelqu'un qui a un certain discernement, d'autres régions, d'autres ethnies sont en train de regarder avec beaucoup de minutieux et d'attention ce qui va se passer au nord-ouest. Et ne soyez pas surpris que ce soit une escalade de revendications. Mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas laisser ça passer. Je voulais dire à M. Meka que ce n'est pas parce que les gens ont un autre son de cloche que vous pensez forcément qu'ils sont dans la même logique avec les sécessionnistes. Vous avez développé tout ce que vous avez développé tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il faut que les choses se passent dans notre pays, il faut que ça se passe dans la douleur? Vous dites, le président de la République est une institution. Nous ne refusons pas. Le président de la République doit discuter dans quel cadre? Nous ne refusons pas. Si nous regardons tous les cadres dans lesquels il y a eu des discussions, si nous regardons par exemple 96, il y a eu des discussions, il y a eu de la tripartite. Mais où sont les résultats de cette tripartite? Je vous fais rappeler que si aujourd'hui le pays se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il a fallu juste que la décentralisation soit appliquée. Vous ne pouvez pas venir ici chercher à défendre l'indéfendable. Et ce qui est choquant en ce qui concerne les gens du RDPC, c'est que vous pensez que non seulement vous avez la science infuse, vous êtes les no-doux, mais vous pensez que vous aimez ce pays, vous n'aimez pas ce pays. Le président Biya va aller discuter avec qui? Vous n'aimez pas, monsieur, le président Biya va aller discuter avec qui? Il y a eu la catastrophe à Ezeka. Il y a eu la catastrophe à Ezeka. C'était l'occasion pour le président de la République d'aller regarder tous ceux qui sont décédés. Il n'est pas descendu. Donc ça veut dire en réalité qu'il n'en a que. Ne venez pas ici faire comme si peut-être le président de la République peut pas avoir un père de famille. Ne peut pas laisser passer parce que le président Biya a mis à contribution tout son gouvernement. Jusqu'au sommet de son gouvernement, le premier ministre du gouvernement était constamment à Bamenda. Je ne sais pas. Peut-être pour aller à la suite. Dernière prise de parole sur cette à la suite de M. le maire. C'est un peu gênant lorsque vous dites qu'il va discuter avec qui. Il a envoyé les membres du gouvernement discuter avec qui. On sait très bien qu'il a envoyé les membres du gouvernement discuter avec les gens. C'est la première chose. La deuxième chose, le président ne se déplace pas comme ça. Mais en 92, lors de la présidentielle de 92, il est venu à Douala. Pendant les victoires qu'il a dit, me voici. Donc à Douala. Oui, il y avait des interlocuteurs fiables qui étaient là. Interlocuteurs qui étaient là. On ne peut pas dire que le président ne peut pas. C'était la coalition de l'opposition. S'il vous plaît, monsieur, un à la fois. Je pense que c'est un choix. Vous demandez au président d'aller discuter avec les terroristes. Non. Mais identifiez les interlocuteurs. Il a envoyé les membres du gouvernement discuter avec les interlocuteurs. Chers collègues, oui. Je vous pose une question. Il a envoyé les membres du gouvernement discuter avec qui au nord-ouest et au sud-ouest? Avec les membres du consortium. Ok. Mais sorte côté, autre chose peut-être pour sortir nous savons ce qui a été opposé. Monsieur Meka, j'ai terminé. Vous avez brandi les mesures, moi j'appelle ça des mesures d'apaisement.
qui répondait aux revendications catégorielles ou bien corporatistes. Je suis d'accord avec le docteur Somba pour dire que le problème est politique. Le problème n'est même plus corporatiste. Il est politique, il faut apporter des réponses. Solutions politiques. Mais avant de créer un cadre de concertation politique, il faut d'abord résoudre ce problème sécuritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas convoquer un dialogue politique tant que les armes crépitent au nord-ouest et au sud-ouest. Il faut d'abord que l'autorité de l'État soit restaurée dans ces localités-là. Vous dites que vous êtes d'avis avec moi. De sorte, non, vous avez dit que le président ne peut pas se déplacer comme ça. J'ai dit qu'il ne peut pas se déplacer dans le crépitement. Bien que son déplacement peut régler ce problème. Je vous dis ceci. Bien que son déplacement peut régler ce problème. Et je voudrais terminer en disant que nous sommes tous d'accord qu'il y a deux types de réponses. Il y a une réponse qu'on va appeler militaire et sécuritaire qui s'impose actuellement parce qu'il y a des gens qui ont pris des armes et qui défient l'État. Il faut résoudre ce problème. C'est d'abord un premier défi qui est conjoncturel et qui est immédiat. Il est impératif. Mais ce n'est pas parce qu'on aura vaincu les sécessionnistes que la paix va revenir. Il faut donc maintenant créer un dialogue politique. Il faut renégocier le vivre ensemble camerounais. C'est ce que moi je dis habituellement et je suis pas là. Vous savez que ce sont toutes les régions du Cameroun qui revendiquent. Il y a une crise d'identité au Cameroun. Ouais. J'ai écrit un article qui doit apparaître bientôt qui interroge, n'est-ce pas, l'identité camerounaise. En 2018, qui sommes-nous, nous Camerounais? La Camerounité dans les années 60 ou 61 n'est plus la même aujourd'hui. Donc il faut redéfinir vraiment le cadre du vivre ensemble au Cameroun. Et c'est là le cas le dialogue. Je voudrais quelques secondes. Je voudrais clarifier ma pensée. Je suis fier de constater que le collègue m'a rejoint. Je dis on ne peut pas créer un dialogue dans le désordre. Oui. Il faut d'abord qu'il y ait la paix et il faudrait que ceux qui sont des hommes de loi et les membres du gouvernement, la société civile, établissent un cadre de dialogue dans lequel on peut discuter avec, n'est-ce pas, des points à l'ordre du jour. Ça, c'est méthodologique, mais ne demandez pas, puisque toutes les descentes du gouvernement ont essuyé des échecs. Ça veut dire qu'il y a une autre méthodologie qu'on doit appliquer pour que cela puisse avoir une solution. D'accord. Je crois que c'est entendable comme ça. Oui, docteur Louison et Somba, oui. Moi, j'ai juste voulu ajouter que, regardez la stratégie qui se perfectionne. Vous avez vu, on n'a jamais arrêté un chef traditionnel dans ces coins-là. Donc, le président de la République peut discuter avec les chefs traditionnels qui sont là, peuvent discuter avec les autorités religieuses qui sont dans les zones du et peut-être commencer à réhabiliter le consortium. Voilà, peut-être aussi. Donc, monsieur Meka, il y a une possibilité. Il y a continuer avec les interlocuteurs. C'est parce qu'il y a un temps de guerre. C'est le travail qui doit être fait. Non, c'est pas un temps de guerre qui ne doit rien faire. Au contraire. Vous savez. La descente, monsieur Lebel, la descente du président de la République dans ces zones dites que je dis bien, peut apaiser les classes. Bien évidemment. Ça peut complètement empêcher que le mouvement se radicalise, mais ça peut considérablement apaiser cette situation. Et les gens ont toujours cru que le fait pour le président d'y aller, c'est une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse, au contraire. C'est le plus fort qui va même vers le plus faible. Et dans cette logique, on pense, et je soutiens que tant que le président de la République ne va pas trouver des solutions idoines et idéales pour résoudre ce problème par lui-même, je crois que la situation va et moi, je voulais dire au docteur Meka que quand vous dites qu'il faudrait... je suis doctorant. Ah ben, doctorant Meka, que vous dites par exemple, bon, c'est peut-être que par anticipation, je vous souhaite certainement de passer avec bravoure ce diplôme. Donc moi, je voulais dire à M. Meka que, vous savez, quand vous dites par exemple qu'il faudrait qu'un cadre se mette en place pour qu'il y ait dialogue, nous connaissons exactement comment ça fonctionne chez vous. En 1996, il y a eu un cadre de dialogue et il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Nous nous voyons aujourd'hui à 21 ans, 22 ans et ces engagements n'ont pas toujours pris petit corps. Donc, vous savez, le temps est élastique chez vous. Donc, s'il faut qu'il y ait, peut-être qu'il faut qu'il y ait suffisamment de morts pour qu'à un moment donné, vous preniez peut-être la chose vraiment au sérieux. Et c'est avec ces paroles-là qu'on va rentrer, si vous le permettez, monsieur, dans le second sujet inscrit à l'ordre du jour. Et cette fois-là, on va parler d'élections au Cameroun avec les crises financières par lesquelles passerait Elections Cameroun. On se souvient, au cours de la semaine, on a eu une sortie de l'ONG Un Monde à Venir qui, justement, grâce à une activité qui avait été mise sur pied, cette activité dénommée SIMO, qui signifie suivre, informer et mobiliser
mobiliser des jeunes. Ça, c'est bien sûr dans le cadre des élections. Et donc, on a eu la sortie du coordonnateur d'un monde à venir qui faisait état de ce que Elections Cameroun ne soit pas suffisamment prêt et n'ait même pas à s'apporter suffisamment de moyens matériels et financiers pour mener à bien ces élections. Déjà, sur le plan des inscriptions des Camerounais sur les listes électorales, une actualité qui a fait comme un boom finalement tout au long de la semaine. On en a fortement débattu. On en parle également ce dimanche pour essayer justement de démêler la part d'important dans cette thématique. On commence par vous sur cette question, André Luther Meka, vous qui faites partie justement du RDPC. Quelle est la lecture que vous faites de cette sortie de Philippe Nanga qui tire à boulet rouge, non pas seulement sur EDECAM, mais sur l'instance dirigeante du Cameroun? Disons qu'ils sont dans leur rôle. Nous savons qu'ils financent toutes ces organisations. Et moi, en tant que militant du RDPC, en tant que citoyen, je vois EDECAM se mobiliser auprès des foules, se mobiliser dans la sensibilisation. Je les vois discuter avec les leaders politiques. D'ailleurs, ils étaient à Douala discuter avec des leaders politiques. Je crois qu'il y a une stratégie de vulgarisation et de sensibilisation pour les élections à venir. Et certainement qu'il peut y avoir un certain nombre de soucis sur le plan technique, nous l'avons suivi, et vous savez qu'aujourd'hui, même le réseau n'est plus très performant. Donc, lorsqu'il y a des kits ont des petits problèmes d'enregistrement. De gros problèmes plutôt, s'il faut en croire l'ONG Un Monde à Venir. Si on parle de 4 kits dans un centre d'inscription et qu'il n'y a que 2 qui fonctionnent, on ne peut pas appeler ça petit problème, M. Meka. Bon, il y a des centaines, il y a des centaines de points d'inscription. Si dans un point d'inscription, il y a 2 qui font problème, cela ne doit pas alerter tout le pays. Moi, je pense que pour être pragmatique et réaliste, nous devons juger EDECAM au pied du mur pendant les élections, voir si tout le matériel est approprié et s'il y a un déploiement judicieux qui permet à ce que les élections se passent dans la transparence et que toutes les parties prenantes soient satisfaites. D'accord. Alors, on a aujourd'hui, Guy Wambo, que André Luther Meka tente d'aménuiser ce problème qui semble pourtant être un si gros problème que ça. Il faut préciser, pour les personnes qui nous suivent à la maison, qu'un Monde à Venir a parcouru 300 communes des 360 que compte le Cameroun, et à chacune de leurs descentes, ils se sont rendus compte de ce qu'il y avait toujours défaillance au niveau du matériel. 4 kits par centre d'enregistrement, mais sur les 4, soit 2 fonctionnent, soit un seul, ce qui avait pour effet direct un tout petit peu de ralentir le nombre d'inscriptions sur les listes électorales. Alors la question, je vous la pose, défaillance technique ou volonté politique de nuire? Bon, je voulais déjà dire que M. Meka est dans son rôle. Vous savez que le régime RDP se fait constamment dans le déni. Et certainement, il faudrait que le ciel nous tombe dessus pour qu'on se rende compte de la réalité. Moi, je pense qu'il faut déjà signaler que EDECAM est un démembrement du parti au pouvoir. Parce que EDECAM est constitué de l'ensemble des affiliés du régime. Oui, c'est un point sur lequel l'opposition a toujours insisté. Certainement, mais il fallait revenir là-dessus pour le souligner. Ça nous permet de comprendre que tout ce qui est fait à dessein. M. Meka, tout à l'heure, a semblé minimiser en disant que s'il y a des centaines de points d'inscription, je ne sais pas si quelqu'un qui habite Bonabéry doit être dans l'obligation de se déporter pour aller s'inscrire à Bonadjo ou à que ce soit. Quand on a créé EDECAM, c'était dans le cadre de faciliter cette proximité dans les inscriptions sur les listes électorales. Et ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons des inquiétudes, nous avons des doutes en ce qui concerne l'ensemble des scrutins aujourd'hui qui est programmé. Je prends seulement le cas de la ville de Loum, donc je suis le maire, et je voudrais en passant dire à M. Meka que nous sommes suffisamment informés, parce que quand je parle ici, je parle avec autorité. Je suis le baromètre qui peut mesurer l'action de EDECAM sur le terrain. Donc moi je dis, nous constatons effectivement que EDECAM a un problème. Déjà même au niveau du budget. Le budget de fonctionnement de EDECAM actuellement aujourd'hui n'est pas encore prêt. Parce que dans la localité où je suis le maire, le déploiement sur le terrain est complètement bloqué. Parce que les agents de l'EDECAM n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour se déplacer. Et comme on dit toujours que le régime RDP fait tout à dessein. En réalité, quand par exemple on peut élaborer ce type de stratégie pour perfectionner et rendre crédibles les élections dans notre pays, il faut tenir compte des zones. Nous avons des zones qui sont difficiles d'accessibilité. Donc il fallait certainement que l'État
puisse tenir compte de ça et mettre à la disposition de ces différents membres de l'ECAM les moyens subséquents. Donc, effectivement, c'est ce qui n'est pas fait. Nous disons toujours que nous pensons que le régime en place est aux abois et il trouve à tout prix des subterfuges pour s'éterniser au pouvoir et puis pour frauder les Camerounais. Et ça se voit, même dans la mise sur pied du Conseil constitutionnel. Nous sommes au courant que c'est une stratégie parce qu'on ne peut pas, c'est après 22 ans, se lever un grand matin comme ça et mettre sur pied le Conseil constitutionnel. Il faut faire attention. Les Camerounais sont vigilants. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ont compris que le boulanger RDPC ne peut plus leur tourner assez constamment dans la farine. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie Guy Wambo et également pour cette prise de parole. Je suis avec vous, Dr Franck Ebogo. Depuis sa création, l'ECAM a été reproché d'un ensemble de choses. Déjà l'unilatéralité au niveau de la nomination de ses membres. Il y a également que l'opposition se plaint du fait de la faible représentativité de cette opposition-là au sein de l'ECAM. Aujourd'hui, on a des problèmes financiers qui viennent ternir un peu plus l'image de cette institution, si on peut l'appeler ainsi. Dites-nous, quel peut être l'impact direct de telles attitudes ou alors de tels points relevés sur les élections de 2018, parce qu'on sait qu'en cette année, on organise de nombreuses élections. Oui, écoutez, je n'ai pas lu le rapport. Je vais adopter une démarche scientifique. Je n'ai pas lu le rapport qui a été produit par l'ONG Un Monde à Venir. Mais vous m'avez rassuré en disant qu'ils ont fait le tour de toutes les communes. Ils sont descendus sur le terrain. 360, c'est assez représentatif. 360, oui. Bon, maintenant, je ne connais pas leur méthodologie. Donc, je ne peux pas me prononcer sur le rapport. Basé sur l'observation empirique, oui, on peut observer. Vous savez bien que les c'est une méthode scientifique, docteur. Non, c'est l'observation. Oui, on peut observer. Vous savez bien que les sciences. C'est une méthode scientifique, docteur. Non, c'est l'observation, ce n'est pas la science. Vous voyez, il faut l'interprétation de ce que vous avez observé. Je prends un exemple. Il peut y avoir un accident, là vous voyez 10 personnes qui sont couchées. Vous voyez 10 personnes couchées et vous concluez que les 10 personnes sont mortes. Alors qu'il y en a qui sont inconscients là-dedans, il y en a qui sont morts effectivement, ainsi de suite. Donc l'observation peut nous tromper aussi. Pour être plus sérieux, admettons même que ce rapport fasse foi, et peut-être votre démarche, je ne vous fais pas des leçons. Peut-être aussi votre démarche aurait consisté à aller vers l'ECAM pour confronter ce que le rapport dit avec la réalité. Qu'est-ce que l'ECAM dit en termes de réaction? Est-ce qu'ils ont les moyens financiers? Est-ce qu'ils ont les moyens matériels? Vous rassurer. Tant mieux. Mais encore, de ce point de vue, je ne sais pas s'ils ont les moyens ou pas. Mais ce que je sais, c'est que les élections sénatoriales auront lieu le 25 mars et que même s'il faut déployer les moyens d'État, même une semaine avant, c'est-à-dire en termes financiers, en termes matériels, et l'ECAM aura ces moyens-là, puisque le budget de l'ECAM, c'est le budget de l'État en réalité, c'est-à-dire que c'est l'État qui met des fonds à leur disposition, et l'ECAM ne cherche pas des fonds à l'extérieur. Donc moi, je voudrais être rassurant, peut-être à la suite de monsieur Meka, même si on n'a pas la même démarche, il peut être rassurant en disant que l'État ne peut pas vouloir des élections au Cameroun sans donner des moyens à l'ECAM. Pour moi, c'est vraiment la certitude que j'ai. Et j'imagine que s'il y a des empêchements, s'il y a des obstacles dans la réalisation de ces objectifs-là, eh bien l'État pourra répondre. Mais si ces moyens viennent tardivement, voyez, on est dans le schéma de si, on est dans le conditionnel. Moi, je crois que l'ECAM, certainement, n'a pas de moyens financiers et matériels actuellement. Mais au moins, avant le 25 mars, ils pourront... Bon, certainement, M. Franck est dans les secrets de Dieu. Non, je dis que peut-être qu'il ne manque que sa signature sur un papier. Vous-même, vous n'êtes pas dans ce secret-là. Franck est dans les secrets de Dieu. Non, je dis que peut-être qu'il ne manque que sa signature sur un papier. Vous-même, vous n'êtes pas dans ce secret-là, monsieur le maire. Vous-même, vous n'êtes pas dans ce secret. Moi, j'ai mon espoir. Je garde espoir que l'ECAM fera son travail. Docteur Luison et Somba, c'est vrai qu'on en rit, mais c'est un sujet tout aussi important parce qu'on l'a rappelé, on a 4 élections au cours de cette année. Et si on commence à douter de la crédibilité des personnes qui travaillent pour l'ECAM et même des moyens disponibles, des moyens mis à la disposition de cette institution, ça veut tout simplement dire que l'opposition, une fois de plus, est en train d'avoir l'impression d'aller en territoire déjà miné bien avant le combat. J'ai eu l'occasion, avant de venir ici, de parcourir rapidement la loi de 2006 qui porte création et organisation et fonctionnement de l'ECAM. Je me suis approprié un article, l'article 1er, alinéa 1,
alinéa 2 qui dispose que l'ECAM est un organisme indépendant. Vous voyez, le législateur a trouvé des subterfuges pour ne pas pouvoir attacher l'ECAM à l'État. Mais techniquement et en droit administratif, l'ECAM est un établissement public administratif. Au regard de sa mission d'abord, qui est une mission qui consiste à organiser et à superviser les élections. Au regard aussi du fait de ce que l'ECAM bénéficie, est doté d'une personnalité juridique et bénéficie d'une autonomie de gestion et d'une autonomie financière. Donc à partir de là, on peut déjà conclure que pour qu'une élection se tienne et de la plus belle des manières, il faudrait déjà que cette institution en qui est revenue la charge d'organiser et de superviser les élections, vous savez, les élections sont sensibles dans un État parce qu'on sait, en Afrique, et les autres copanélistes ne démentiront pas, que toutes les crises que nous avons eues en Afrique sont parties justement de l'organisation des élections. Et c'est pourquoi une élection a trois missions en fait. D'abord la pacification des rapports sociaux d'une part, et la dévolution du pouvoir politique, et la troisième mission, c'est justement la sanction des dirigeants en place à travers un vote sanction. Donc à partir de là, reconnaître la deuxième mission, c'est justement la sanction des dirigeants en place à travers un vote sanction. Donc à partir de là, reconnaître donc à une institution une telle mission sensible, ça veut donc dire que cette sensibilité doit donc être corrélée avec l'accompagnement des moyens financiers. Je suis réjoui de ce qu'il y a une circulaire présidentielle qui a accordé une dotation de 50 milliards pour l'organisation des élections. Je ne sais pas si vous avez eu, c'est une note qui est partie de la présidence de la République pour organiser les élections. Mais moi, je pense que ça ne suffit pas. Parce que quand on suit, il y a peut-être 2 ou 3 mois, que quelques membres de l'ECAM évoquent des questions, soulèvent des questions de salaire, des salaires qui ne sont pas payés. Vous voyez donc que ça ne crédibilise pas l'institution. Donc moi, je pense pour ma part que toutefois, évoque l'idée de ce que les moyens peuvent suivre pour arranger... Impossible n'est pas Cameroun. Mais moi je dis tout simplement une chose, que ce n'est pas la première fois que l'ECAM organise des élections. Oui. Je crois qu'il faudrait encore leur accorder le bénéfice du doute. Reconnaissons le maçon au pied du mur, donc l'ECAM va se plonger. On va déjà voir avec la sénatoriale qui commence le 25 mars. À partir de là, on va juger. Mais moi je dis, moi je ne regarde même pas l'affaire de l'ECAM sous l'angle financier, mais je dis, c'est sous l'angle du contexte actuel. Parce que serait-on, en voie ou à même d'organiser des élections dans ce contexte? Et quand on sait qu'un 11 février, on a enlevé un sous-préfet, moi je pense qu'on peut y émettre une réserve quant à l'organisation de toutes les élections qui sont prévues pour cette année. Et justement, on empiète sur cette sortie-là, Dr Louison Essomba, pour relancer André Luther Meka sur cette question. C'est vrai qu'on parle beaucoup du nord-ouest et du sud-ouest, on parle beaucoup de la crise anglophone en ce moment. Et dans une période où on est en train de se diriger vers la dernière étape de ces élections, on peut se poser la question de savoir les répercussions directes que cette crise peut avoir déjà sur le niveau des inscriptions des électeurs et ensuite sur le déroulement des élections en elles-mêmes. Disons que cette crise aura un impact politique, certes, si notre parti ne prend pas la mesure de la situation. Cette crise aura un impact politique, certes, si notre parti ne prend pas la mesure de la situation au nord-ouest, au sud-ouest. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une crise, non seulement identitaire, mais une crise contre le gouvernement à travers un certain nombre de revendications. Et vous pouvez le constater sur le plan politique que le SDF se positionne. Notamment, vous voyez le maire Wambo qui adhère à l'idéologie. À l'Assemblée nationale, les techniques, les mécanismes de mise en scène politique sont tout à fait bien huilés pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, cette colère qui vient du nord-ouest. Donc sur le plan politique, il peut y avoir des impacts, mais ce n'est pas pour vous dire que le RDPC a perdu la main. Nous avons, n'est-ce pas, des militants, des fervents militants, nous avons des personnalités politiques et administratives qui vont faire un travail et qui peuvent renverser la vapeur. Sur le plan du déploiement de l'ECAM dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, je crois que cela, c'est une question technique qui devrait, n'est-ce pas, être dévolue aux missions de ceux qui ont la mission sécuritaire, parce que effectivement le président Poul Biya a promis devant les Camerounais que les élections vont se passer dans la paix et dans la sécurité. Certainement qu'il y aura un redéploiement sécuritaire pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Mais
le vœu que nous émettons est un vœu de transparence, de professionnalisme de l'ECAM, parce que ces élections vont se passer dans une période assez sensible et il faudrait que l'ECAM prenne la mesure de la tâche pour pouvoir satisfaire les Camerounais dans l'impartialité. Mais j'aimerais toujours dire, et là je vais tenser un peu le maire Wambo pour dire qu'ils sont toujours dans cette stratégie de pouvoir décrédibiliser l'ECAM. Pourtant je constate malheureusement qu'il y a des élus des partis d'opposition, notamment le maire Wambo qui a été élu à Loum, nous avons monsieur le maire Kwemo, nous avons un maire UDC à Kiosi, nous avons Joshua Osiki à Douala Premier. Il y a beaucoup d'élus c'est un autre corps défendant de l'opposition qui sont curieusement, il faut le dire, qui sont curieux c'est un autre corps défendant de l'opposition qui sont curieusement, il faut le dire, qui sont curieusement élus sur l'ECAM, c'est un autre corps défendant, qui est une antichambre du RDPC, comme ils le disent. C'est connu, et vous êtes d'accord avec moi que c'est une antichambre du RDPC. Mais je voudrais dire ici que vous parlez de l'Assemblée nationale. Actuellement, nous avons les sénatoriales qui arrivent. Est-ce que vous pensez franchement que aujourd'hui, à la fin de ce mandat des sénateurs, cette élection est la bienvenue, qu'elle aura le crédit, parce que vous savez que vous avez une majorité obèse et on sait comment vous procédez pour avoir cette majorité. Je voudrais dire ici que il n'y a aucun, le RDPC a demandé. Le RDPC a demandé. Vous oubliez que le RDPC a demandé. Ce sont les stratagèmes que vous avez aujourd'hui pour essayer un peu de nous confondre au RDPC. Mais vous ne pouvez pas réussir à ce niveau. Mais je voudrais vous dire également que il n'y a aucun militant au RDPC. Tous les militants du RDPC, c'est pour des besoins alimentaires que ces gens se retrouvent au RDPC. Vous avez fait une étude. Et ça, je vous le dis. Moi, je vais vous prendre un exemple. Vous avez fait une étude. Moi, je dis, je vais vous prendre un exemple. Je dis, j'ai eu affaire avec des responsables qui viennent me voir peut-être pour solliciter en tant que maire un service ou bien une faveur. Et ils disent que mon gars ne voit pas comment on est avec ces gens-là. C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau vous avez terrorisé les Camerounais. Monsieur le maire, vous avez terrorisé les Camerounais. Monsieur le maire, vous êtes naïf. Les gens se trouvent dans le... Bon, peut-être nous sommes naïfs, nous les Camerounais, nous sommes naïfs. Non, mais nous vous disons que cette naïveté aujourd'hui va prendre fin. Je crois que celui-là, il avait besoin de quelques billets de CFA. Je voudrais dire deux choses très rapidement. Je crois que par rapport à tout ce qui se passe au niveau des zones frontalières du Cameroun, on risque d'avoir... évidemment, il y a eu, par rapport à tout ce qui se passe au niveau des zones frontalières du Cameroun, on risque d'avoir, évidemment, il y a eu des déplacements des populations dans ces localités-là, on risque d'avoir des taux de participation très bas dans ces localités-là. Mais mon vœu est que ces élections-là aient lieu au moins pour deux choses. D'ailleurs, ces élections-là, de mon point de vue, sont une chance et viennent à point nommé parce que, de mon point de vue, je pense qu'il y a quand même une vague de mécontentement que l'opposition peut exploiter pour se positionner dans le champ politique. Parce que si vous dites à l'opposition que nous sommes dans un environnement insécurisé et qu'on ne peut pas tenir des élections, je ne suis pas sûr que après 2018, l'opposition sera vraiment dans un contexte autant favorable. Moi, je pense que c'est une chance que 2018 soit une année électorale et que si l'opposition se prépare bien, arrive à faire des coalitions, je crois que l'opposition peut mieux se positionner dans le champ politique. Donc, je vais vous dire que l'opposition a toujours gagné les élections. Hein. Vous savez par quelle alchimie et par quel moyen le parti au pouvoir gagne les élections. Donc, très bien, monsieur. Moi, je voulais juste un mot. Non, bien avant, je voudrais que monsieur le docteur Ebogo retire son mot. Je ne suis pas un militant alimentaire. Pas moi. Vous avez dit comme lui. Non. Donc, je voudrais que vous retirez cela. Pour vous préciser juste, je suis dans le RDPC depuis mes premières classes universitaires. C'était de l'ironisme, monsieur Meka. C'était purement ironique. Juste un mot rapidement pour dire que dans la configuration actuelle des conseils municipaux, ce qui est évident, c'est que on aura plein les sénateurs du RDPC. Il n'y a rien à dire. Mais le vrai combat, c'est sur les législatives. C'est-à-dire que sur les élections législatives pour les députés. C'est même en cela. Non.
pour le moment, il y a, parce que quand on va, même les députés, c'est même en cela. Non, pour le moment, il y a, parce que quand on va, même le rôle de l'institution sénatoriale, on a toujours vu que même quand on les met au même pied d'égalité que l'Assemblée nationale, c'est toujours l'Assemblée nationale qui domine, même en matière législative. Et cela même pourrait changer, hein? Oui, même quand ils se retrouvent en congrès, vous savez que c'est toujours le bureau de l'Assemblée nationale qui préside. Donc, il y a une forte prédominance de l'institution de l'Assemblée nationale sur le Sénat. Donc, pour le moment, moi, je pense que les partis politiques vont certainement jouer les cartes au niveau des élections législatives. D'accord. Je vous propose, messieurs, de sortir de cette autre thématique et de se rendre cette fois en Afrique du Sud, où une actualité forte a meublé également la semaine et continue d'ailleurs de le faire. On se souvient l'affaire Robert Mugabe qui a fait grand bruit à l'international. Et donc, après Mugabe, la scène, ou alors, on peut dire que le film se reproduit. Et cette fois-là, on est dans un autre pays, et donc l'Afrique du Sud, où Jacob Zuma a justement été poussé à la démission par son propre parti, le parti qu'il a investi, et on va le dire, un parti qui était un tout petit peu fatigué de les frasques de ce président. Il est poussé à la démission et c'est Cyril Ramaphosa qui devient le nouvel homme fort du pays. Alors, je peux vous voir sourire d'ici, docteur Louison Essomba. Je vous pose donc la première question. Que vous inspire cette démission de Jacob Zuma? Je vais utiliser un trait d'ironie pour dire que pendant que nous fêtions la Saint-Valentin, Jacob Zuma fêtait son désamour avec le pouvoir public, le pouvoir politique. Je vais pouvoir dire que il a choisi la bonne option politique de démissionner. Parce qu'en réalité, au regard des frasques, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le plan économique, on ne va pas revenir sur les détails. Vous savez déjà que son conseiller financier, Chabi, a écopé de 15 ans d'emprisonnement ferme. Vous convenez avec moi que ça devenait difficile pour lui. Et aussi, il part sous la pression forte de son propre parti. Et vous savez déjà qu'à partir de l'élection de Cyril Ramaphosa, de son propre parti, et vous savez déjà qu'à partir de l'élection de Cyril Ramaphosa, il était tout à fait évident que Jacob Zuma comprenne qu'il ne portera plus la légitimité. Et vous convenez avec moi que si déjà au niveau de votre parti, vous savez, la politique en Afrique du Sud repose sur un multipartisme, un parti dominant. C'est-à-dire que le président est élu par le parti qui est leader au Parlement. Et à partir de là, donc... Comme en Chine. Voilà, comme en Chine. Donc, Jacob Zuma ne pouvait plus échapper. Et vous convenez avec moi, c'est la suite qui sera difficile, puisque il est épinglé pour des affaires justement des affaires donc financières. on estime qu'il a bien négocié son départ et qu'on pourrait ne pas le poursuivre. Non, sa sortie, c'est pourquoi je dis qu'il a choisi une bonne option politique de sortie de cette manière, parce que il pourra, même s'il est inculpé par la justice, il pourra bénéficier d'un droit de grâce qui lui sera accordé par Cyril Ramaphosa, ce qui est une évidence. Donc, moi je pense pour ma part que Jacob Zuma nous démontre quelque chose qui voudrait que quand on est un chef d'État, il faut servir pour le peuple, il faut se mettre au service du peuple. Vous savez qu'il n'a pas que des frasques financières, il a aussi, on l'a stigmatisé pour sa dynamique libidinale. Vous avez vu que je m'explique pour la décence de... On a bien compris des affaires de mœurs également, on ne va pas rentrer dans les détails, vous l'avez dit vous-même dans votre propos introductif. Et vous, docteur Franck Eboko, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un tout petit peu en train de comparer ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec ce qui s'est passé il y a quelques mois au Kenya, et des observateurs sont d'accord pour vous dire qu'il y a une telle maturité politique dans ces deux pays, maturité politique qui, à chaque fois qu'on s'est rendu compte qu'un président s'écartait de la norme ou alors suscitait une certaine forme de rejet, on a très vite pris des mesures pour contenir la population, pour protéger le pouvoir et pour mettre ce président de côté. Oui, je voudrais tout d'abord présenter mes excuses à mon collègue. C'était pas ironie, je voulais juste reprendre. Je connais votre engagement. Excuse à mon collègue. C'était pas ironie, je voulais juste reprendre. Je connais votre engagement. Non, pas du tout. Je connais votre engagement en politique et je le respecte. Et en plus, vous êtes un collègue. Donc c'était juste l'ironie. J'ai repris le propos de quelqu'un par ironie. Bon, pour revenir donc à votre question, je pense que l'Afrique du Sud nous parle. Parce qu'avant la démission de Zuma, on a eu, il y a 9 ans, je crois 10 ans même déjà, la démission de Thabo Mbeki, qui était parti aussi à la demande de son parti. Et à l'époque, on se souvient qu'il avait été reproché à Thabo Mbeki de faire des pressions sur le système judiciaire, notamment sur un procureur
et finalement sont partis sous la pression du vice-président de l'époque, Jacob Zuma, a donc demandé la démission du président Béki, et finalement, on voit donc que 9 ans après, c'est le même sort que subit, le même scénario qui s'opère. Mais je crois qu'il faudrait avoir peut-être une lecture qui remonte il y a 3 mois, je crois au mois de décembre, lorsqu'il y a eu les élections à la tête de l'ANC, et qu'on a vu clairement Madame Zuma, qui a été battue à plate couture par le nouveau président Ramaphosa. On a bien vu que, en réalité, c'était une descente aux enfers qui s'annonçait pour le président Zuma. Évidemment, c'est un exemple, c'est un exemple qui parle à l'Afrique, qui parle également à un pays comme le nôtre, c'est-à-dire que qu'on puisse avoir ce renouvellement de l'élite politique au moins au bout de 10 ans. Pas seulement. Est-ce qu'un schéma pareil pourrait s'appliquer au Cameroun? Pourquoi pas? Vous savez bien que le président Ahidjo a démissionné après plus de, c'était combien, 21 ans 22 ans de pouvoir. Et le président Biya peut partir. Il peut décider de ne pas se présenter. Est-ce que le RDPC aujourd'hui pourrait faire pression sur le président de la République? Non, ce n'est pas la même configuration. Et je vais vous dire pourquoi. Dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle l'éthique d'espoir politique. C'est-à-dire que dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle l'éthique d'espoir politique. C'est-à-dire que au-delà de la fonction de président de la République, il y a également des élus qui jouent leur carte politique. Ça veut dire que lorsque vous avez un président qui est accusé de certains frasques, que ce soit, le collègue a parlé de frasques sexuelles, mais je vais davantage retenir les frasques financières. Évidemment, lorsque vous êtes un député, c'est un goût prononcé pour le luxe, et que vous lui donnez, vous lui apportez un soutien, ça veut dire que finalement, vous jouez votre carte politique, parce que dans quelques mois, vous serez appelé, n'est-ce pas, vous présenter au niveau, tout le monde pour conserver votre siège. Et là, dans l'électorat, peut comprendre que vous avez apporté une onction au président qui est accusé, n'est-ce pas, d'un certain nombre de phrases. Donc, je pense que un parti comme l'ANC a eu à jouer sur la carte, n'est-ce pas, de la réelle politique. On a vu qu'il y a eu des démissions en vague, il y a eu des soutiens qui sont partis, la COSATU, il y a eu vraiment... il y a eu un délitement au sein de ces partis politiques, et finalement pour recomposer les morceaux, pour reconstruire ces partis politiques qui craquelaient sous la pression d'un certain nombre de forces internes, je crois que la figure de Ramaphosa est bienvenue, parce qu'il est question de reconstruire l'ANC pour les prochaines consultations électorales. D'accord. Guy Wambo, dites-nous, est-ce que ce qui est en train d'arriver à l'Afrique du Sud, ce qui est arrivé en Afrique du Sud aujourd'hui, vous parle déjà, vous, au sein de votre propre parti politique, le SDF? Ben, déjà, je pense que vous allez constater que le chairman John Fundi ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Ça démontre déjà la maturité du SDF. Mais je vais rajouter quelque chose à votre développement tout à l'heure. Il se peut qu'il s'est dit même que Nelson Mandela aurait subi des pressions de la part de son parti politique, parce qu'on estimait qu'il était de son parti politique, parce qu'on estimait qu'il était trop complaisant vis-à-vis... Très ouvert. Oui, très complaisant. Il disait complaisant vis-à-vis des Blancs qui les auraient opprimés. Maintenant, pour revenir à votre question, vous voulez un peu savoir si... Non, je dis en réalité, moi je vous dis honnêtement, moi je suis du SDF, mais pour ceux qui me connaissent, à plusieurs occasions ici, sur votre télé, il m'est arrivé d'aller en l'encontre peut-être d'un certain nombre de choses que j'estimais pour moi que ça n'allait pas avec mes convictions. Au sein de votre propre parti. Oui, avec mes convictions. J'ai dit, en toutes circonstances, il faudrait avoir la jugeote. Il faut être capable d'un certain discernement. Je ne voudrais pas dire que, comme je viens de le dire, M. Meka, moi, je sais qu'il y a des valeureuses personnes au sein du RDPC, ça, il ne faut pas le nier. La vague des réformateurs, peut-être. Tout à fait, à l'instar de Msanga Nyamding et Saint-Éloi Bidou, bien évidemment. Mais je voudrais dire que, est-ce que le cas de l'Afrique du Sud ou les autres cas qui se passent en Afrique peut nous édifier? Moi, je dis non. Vous avez vu, il y a de cela quelques temps, les jeunes qui, aujourd'hui, se plaignent de ne pas avoir d'emploi. Aujourd'hui, les jeunes, on a vu des jeunes marcher pour militer pour que le président de la République, qui a 85 ans, se représente
se représente. Vous savez, à 85 ans, on est plus préoccupé par sa santé que par les autres préoccupations. Et ça se comprend. Le président de la République a fait ce qu'il pouvait pour le pays. Vous savez, vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous connaissez. Serez-vous en train de lui parler avec complaisance? Non, ce n'est pas question de complaisance. Je dis, le président de la République ne peut donner que ce qu'il peut donner. Donc ça veut dire en réalité aujourd'hui que l'échec qui est constaté aujourd'hui à tous les niveaux, c'est ce qu'il pouvait faire. Et il n'a pas été aidé par ceux qu'il avait pensé à un moment donné qui pouvaient l'appuyer, parce que le président de la République ne peut pas être tout. Et comme dit Massanga Nyamdi, quelquefois on se demande effectivement s'il n'y a pas les gens autour de tout, pas être tout. Et comme dit Massanga Nyamdi, quelquefois on se demande effectivement s'il n'y a pas les gens autour de tous les lui qui conspirent contre lui. Parce que les gens de sa formation politique ont contribué aujourd'hui à rendre le président de la République plus impopulaire qu'avant. Donc, disons ça, moi je dis aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, comme a dit les différents panélistes, il faut faire passer l'intérêt de la nation avant tout autre intérêt. Les gens qui militent aujourd'hui pour que le président de la République se représente, c'est à dessein. Parce qu'en réalité, le système est conçu tel que le président de la République fait le jeu. Si vous regardez aujourd'hui les projets structurants, si vous regardez aujourd'hui toutes les réalisations de ce pays, à quand est-ce que le président de la République a eu le temps de descendre sur le terrain? Donc vous voyez, ça c'est des gens, et puis même si il faut revenir, il faut voir si certaines personnes ne militent pas pour que les conflits se multiplient au Cameroun. Parce qu'en réalité, certainement, les grandes fortunes se font pendant les périodes de guerre. Donc pour nous, nous disons ici, et nous conseillons véritablement au président de la République, que s'il aime cette nation, il faudrait qu'il trouve la possibilité de nous laisser une paix. Vous, les gens du RDPC pensent qu'ils sont tributaires de la paix. Les gens du RDPC pensent qu'ils sont tributaires de la stabilisation. Non, les Camerounais, ce sont des peuples épris de paix. Parce que si vous voyez la façon dont les étrangers vivent dans ce pays, vous allez comprendre qu'en réalité, le régime RDPC n'y est pour rien dans la paix qui règne dans notre pays. Nous souhaitons seulement au président de la République que... Parce que sinon, votre champion aura bientôt affaire à notre champion. Et je pense que même en Vormeka, nous sommes certains que nous allons le battre là-bas. D'accord, le mot est dit. Finalement, je me tourne vers vous, enfin, André Luther Meka, déjà pour vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Sieur Wambo Kouyaté. Qu'est-ce que la réalité sud-africaine dit, ou alors comment interpréter cela dans le cadre du RDPC aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous pourrez être dit, ou alors comment interpréter cela dans le cadre du RDPC aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous pourrez être à la hauteur finalement d'une telle maturité politique comme celle vue au sein de l'ANC? Ne croyez pas que la question me gêne, hein. C'est une très bonne question, mais il faut revenir à l'essentiel. Il faut dire que le président Zuma est un président scandale. Il y a eu beaucoup de scandales qui ont amené le président Zuma à être déchu. Vous connaissez les accointances qu'il a eues avec la famille Kouptas, où il y a eu la corruption. Vous connaissez le scandale de Kandla, où il a pris 18 millions pour pouvoir refaire sa résidence. Vous connaissez qu'il a fait une erreur monumentale en limogeant plusieurs ministres et un ministre de l'économie, le nommé Lan Lanene, qui a amené l'économie à péricliter, et c'était devenu la débandade. Et pire encore, en 2016, l'ANC perd des fiefs tout à fait importants, notamment Pretoria et Johannesburg, ce qui a amené les vétérans de l'ANC de demander sa démission, et il y a eu une espèce de division au sein de l'ANC. Il faut savoir que le régime sud-africain est un régime parlementaire. Donc le gouvernement qui incarne le pouvoir exécutif peut être renversé par le Parlement devant lequel il est responsable. Pourtant, le régime camerounais est un régime présidentialiste où tous les pouvoirs dominants sont entre les mains du président Paul Biya. Il faut faire cette différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime sud-africain qui est parlementaire peut faire l'impeachment au gouvernement et l'enlever lorsqu'il y a plusieurs scandales. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je l'ai toujours dit, que nous avons la chance d'avoir un sage, nous avons la chance d'avoir un patriarche, et lorsque le pays est dans un certain nombre de turbulences, nous devons lui permettre de remettre la paix, nous devons lui permettre de laisser au Cameroun un pays uni, un pays prospère. Et je demande à tous les Camerounais de lui faire confiance pour qu'ils puissent parachever les projets structurants, qu'ils puissent nous donner une canne qui parachever les projets structurants, qui puissent nous donner une canne qui n'a pas pu être fait depuis
45 ans et il veut être à ce rendez-vous afin qu'il puisse, n'est-ce pas, après cela... Donc vous avez déjà envisagé qui sera président de la République. Donc on comprend exactement pourquoi toutes les autres structures sont mises précipitamment en Merzec. J'ai demandé aux Camerounais de lui faire confiance. Monsieur Meka, il faut faire attention à ce que vous dites. C'est un patriarche. Vous pensez franchement qu'à 85 ans, on peut encore avoir toutes les compétences nécessaires pour gérer un pays comme le Cameroun? Moi, je dis, c'est impossible. Vous faites constamment dans la démagogie. Et vous pensez peut-être que... Ce n'est pas impossible. Vous pensez peut-être que si... Vous pensez que l'intelligence... Nous avons vu quelle intelligence. Vous avez les projets structurants sont où? Vous, quelle intelligence? Avec les projets structurants? Très bien. Je vous remercie, Monsieur Wambo. Mais dites-moi, au cas où vous vous rendez compte justement que votre champion, comme on l'appelle, fait preuve de certaines défaillances, est-ce que vous serez capable, vous, au sein du RDPC, de le mettre de côté et désigner quelqu'un d'autre comme candidat de votre parti aux élections présidentielles? Les mots sont des totems qui murmurent aux oreilles des initiés. Je vous ai parlé d'un président à scandale tout à l'heure, qui est très différent Monsieur du président Meka, s'il vous plaît, ne contournez pas la question. Est-ce que vous serez capable de le faire? Je suis en train de vous présenter un président à scandale tout à l'heure et un président qui a perdu les fiefs les plus importants. Est-ce qu'ici au Cameroun, on n'a pas de président à scandale? Quand un président se déplace et pas ensuite, c'est pour vous dire, et se retrouve en train de... Laissez-le terminer. C'est pour vous dire que c'est un président champion, c'est un président structuré qui a toujours gardé le cap et qui a toujours eu des victoires. Nous pouvons lui faire confiance. Mais s'il advient que lui-même, il trouve qu'il n'est plus dans la capacité de diriger, il nous dira la voie à suivre. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous serez capable, vous, de constater une certaine défaillance et décider de donner quelqu'un d'autre candidat plutôt que votre champion? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de défaillance. De donner quelqu'un d'autre candidat plutôt que votre champion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de défaillance. Et c'est pour ça que nous sommes tous unis tout début. On a très bien compris ce qu'il y avait à comprendre. Oui, docteur Luison Essomba. Moi, je pense, pour ma part, et ça, je veux le dire clairement, si j'avais été à la place du président de la République, c'est-à-dire à 85 ans, je vais tenir un discours franc à la nation, en leur disant, donnez-moi un an, j'organise la CAN, je finis avec les projets structurants et je me retire tranquillement de la scène politique. Une sorte de transition. Je crois qu'il sortirait de la manière la plus digne et il va nous assurer une élégance républicaine. Parce que le président lui-même, il a dit, retenez de moi celui qui vous a apporté la démocratie. Et je pense que cette démocratie ne peut se jouer que s'il y a en toile de fond une alternance réussie afin de nous protéger, parce que le climat, moi je le dis, le climat au Cameroun aujourd'hui, il faut faire très attention. Ça peut être un climat qui peut se retourner à tout moment et on va vivre les cas de la Somalie et bien d'autres. Moi je pense que c'est le petit conseil, peut-être la voix est crédible, même si elle n'est pas audible. Très bien, mais merci. Je voulais dire au docteur aussi. C'est terminé, Guy Wambo. On a terminé. Bon, je vous accorde quelques secondes. Je voulais dire à docteur Essomba qu'il ne faudrait pas se leurrer. Ne soyez pas surpris que même si Dieu venait à appeler le président de la République au-delà, aux prochaines élections, vous pouvez retrouver sa liste son nom sur la liste des candidats. Parce que nous avons vu à l'ENA que les morts ont été des majors. D'accord, merci. Je vous remercie. Merci à vous également à la maison d'être resté avec nous durant ces 90 minutes d'analyse et de critique. On va se retrouver dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Merci également aux différents membres de ce panel. Merci d'avoir répondu présent à ces invitations. On va vous laisser en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se suivent.